C'est intéressant que vous parliez d'essai à l'instant, puisqu'on va finir cette matinée par un éloge de l'essai, avec Christine Détré et Karine Bastide, d'une part, et Nicolas Rogès, d'autre part. On va commencer par l'essai à quatre mains de Christine Détré et Karine Bastide, Nos mères, qui est pas chiant du tout, je le confirme, qui est même passionnant, qui est une enquête sociologique un peu particulière, d'abord d'être écrit à quatre mains, d'une part, et surtout du fait que votre objet ou votre sujet, je ne sais pas comment le dire, les deux, ce sont vos propres mères, en fait. Donc Christine Détré, votre mère s'appelait Christiane, Karine Bastide, elle s'appelait Huguette, voilà. Toutes les deux ont été institutrices dans les années 60, avec des parcours tout à fait différents, que vous définissez comme ascension sociale pour l'une et déclassement pour l'autre. Avec... ce qui est intéressant, ce qui est passionnant, vous l'indiquez dès le début, c'est qu'en fait, vos ressources documentaires sont absolument dissymétriques. Pour Christiane, il n'y a presque rien, en fait. Pas de photos, pas de texte, pas de souvenirs, puisqu'elle est morte, vous aviez 2 ans. Alors que pour Huguette, il y a énormément de choses, et notamment, qui est un des cœurs du livre, une correspondance fascinante avec Simone de Beauvoir. Car Huguette, elle se retrouve nommée dans ce qu'on a... Là aussi, j'ai appris plein de choses sur les écoles taudis de la Lozère, et en fait, elle étouffe dans cette vie, elle étouffe dans son métier, dans cet isolement, et elle écrit à Simone de Beauvoir, et... Vous parlez de sociologie de la lecture, et c'est tout à fait ça. En fait, on comprend mieux le rôle qu'a pu jouer effectivement la lecture et l'écho que renvoie Simone de Beauvoir, qui a écrit à des tas de gens d'ailleurs, qui les a encouragés à écrire, puisque Huguette va publier un texte dans les temps modernes, écrire un livre, Institut au village, voilà. Donc c'est tout ça, j'ai envie de dire, le matériau. Et du coup, l'absence de matériaux du côté de Christiane va vous amener à aller sur place, à aller interroger, trouver des témoins et fouiller. Et je voudrais qu'on commence par là, parce que c'est un texte sociologique et en même temps c'est un texte littéraire pour moi. Fouiller du côté de ce que Pérec appelle l'infraordinaire. Donc peut-être resituer un peu l'enjeu de ce texte. Oui, alors en fait, je commence. Effectivement, il se trouve que c'est devenu un texte de sciences sociales parce que c'est publié dans une maison d'édition de sciences sociales, mais au début, quand on a commencé, on ne savait pas du tout si ce serait littéraire, sciences sociales, et souvent, c'est la maison d'édition qui donne en fait l'étiquette, en fait. Et c'est parti d'un secret de famille, donc effectivement, moi, j'ai toujours grandi avec un grand silence, un grand tabou sur cette personne qui avait été ma mère, mais sur laquelle il n'y avait absolument rien du tout. Et dans une librairie, parce qu'une librairie lyonnaise, ouvrir l'œil, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les librairies. Je présente un livre de sociologie et Karine, que je ne connaissais pas, est venue discuter avec moi à la fin. Et elle me dit, on parle de cette absence, de ce secret, de ce rien. Et elle avait effectivement donc, tout ce que vous avez rappelé, la correspondance, des malles de manuscrits. Et le début a été vraiment une sorte de pari de se dire, il y a tellement d'un côté, trop, parce que voilà, elle étouffait sous tous ces papiers accumulés, et moi il n'y avait rien. Donc ça a été presque un jeu au début de se dire, voilà, on va commencer à faire on disait même pas un livre, on disait un projet, on savait pas ce que ce serait en fait. Et c'est parti par, c'était vraiment alors Karine, on peut pas dire qu'Huguette était une femme ordinaire parce que publier un livre, avoir une correspondance avec Simone de Beauvoir, c'est pas anodin. Hein, donc même si effectivement beaucoup de femmes à l'époque, enfin beaucoup, ont eu des correspondances avec Simone de Beauvoir qui répondaient à chacune. Mais moi, ma mère, voilà, c'était... bon, déjà, j'avais rien. Et en plus, je supposais, vu le milieu social d'où elle venait, qu'il n'y aurait pas grand-chose. Et donc, tout a été... voilà, le rapport avec Pérec, c'était de reconstruire une vie par des détails, par... qu'est-ce que c'est que la vie d'une femme à cette époque-là? Et puis, l'autre rapport avec Pérec, c'est qu'elle a été coopérante à Sfax. Et Sfax, moi, j'avais quelques bribes. Et donc j'ai eu une formation littéraire aussi avant d'être sociologue, et j'ai les premières descriptions de Sfax que j'ai eues, puisque je ne pouvais pas interroger mon père, c'était dans les choses. C'était Pérec en fait qui est venu me parler finalement d'une mère que je ne connaissais pas. Oui, à propos du caractère ordinaire de ma mère, pour moi, elle reste une femme ordinaire, néanmoins. Parce que d'avoir des lettres, par exemple, vous parliez de Simone de Beauvoir, mais c'est pas le plus important, en fait. Avoir ces lettres de Simone de Beauvoir, pour moi, ça n'avait pas tellement de valeur, en fait. Vous avez au risque de surprendre, mais c'est pas ça qui fait ma mère.
Certainement, mais en tout cas, moi j'ai appris beaucoup de choses sur... parce que c'est relié dans le livre à d'autres aspects, à ce qui se passe à cette époque-là, dans le devenir des femmes, en fait. Les émissions de télé, Eliane Victor, etc. Donc ça fait partie d'un ensemble, je pense, où des femmes ordinaires, malgré tout, se trouvent brusquement mises en lumière, d'une certaine façon, mal ou bien, par des médias qui deviennent importants, qui sont la radio et la télévision. C'est important aussi de situer ça, je trouve. Oui. Et puis surtout, c'est ça aussi qui a peut-être fait basculer le projet du côté de la sociologie plutôt que de la littérature, même si on a essayé d'écrire de façon littéraire, c'est aussi de montrer avec ces deux exemples-là, on est juste avant 68 en fait, et de montrer un moment où voilà, les femmes, alors je vais dire commencent à travailler, elles ont toujours travaillé les femmes, mais commencent à entrer dans le marché du travail salarié. C'est le moment aussi où donc elles commencent à avoir un salaire dans des époques, enfin voilà, c'est les premières de leur génération à avoir le bac. Souvent, pour ma mère, ça a été le cas. Des époques aussi où on a voilà tous ces débats sur la maîtrise du corps, de la contraception. Donc moi, ma mère fait une ligature des trompes, la mère de Karine, elle milite au MLAC. Donc c'était aussi de réfléchir à ce moment-là où et quand vous dites Eliane Victor, on peut parler aussi de Ménie Grégoire. C'est aussi des moments où il va y avoir des espaces où les femmes elles vont pouvoir partager leurs expériences et du coup avoir aussi se dire que ce qu'elles vivent d'écrasement, d'étouffement, de ligotage, en fait, c'est pas qu'elle comme individu, c'est une condition partagée. Et ça permet aussi des voies d'émancipation. Alors après, c'est là où on travaille en sociologue et en historienne pour Karine. Elles partent pas avec les mêmes capitaux. Moi, la mienne, c'est un milieu très populaire du Nord. Karine, c'est un milieu beaucoup plus bourgeois de Lozère. La mère de Karine, elle écrit à Simone de Beauvoir, elle milite au MLAC. La mienne, elle fait une tentative de suicide et puis elle fait une ligature des trompes. Mais faire une ligature des trompes à l'époque en Tunisie, c'est pas non plus n'importe quoi. Donc c'était réfléchir aussi sur voilà toutes ces à la fois les systèmes de contraintes et puis comment tout se fissure et comment il va y avoir des émancipations en fait socialement situées mais qui sont individuelles, qui sont incorporées quoi. J'ai beaucoup appris de choses, notamment ce concept de domination rapprochée, oui. Très important, puisque vous montrez qu'à l'école normale de filles, dans l'institution scolaire, dans le mariage, au fond, ces femmes sont victimes d'une domination rapprochée, c'est-à-dire que voilà, c'est la domination à l'intérieur d'un groupe duquel on ne s'échappe pas, sauf par le divorce, etc. Moi, ce qui m'a aussi passionnée, c'est une sociologie de l'accès au métier d'instituteur. Parce que quand vous n'avez rien, vous allez fouiller dans les dossiers des enseignants, dans les dossiers de l'administration, on sait tout sur nous, en fait. Hein. J'irai voir un jour mon dossier, peut-être. Et c'est passionnant, parce qu'en fait, on voit que comme vous le dites, l'accès au métier d'institutrice, c'est échapper à une condition sociale. La vocation n'a rien à voir là-dedans. C'est avoir un salaire très tôt et donc entrer dans un métier qu'on n'a pas vraiment choisi, en fait, globalement. Oui, alors après en tout cas pour du côté effectivement de ma mère, donc oui, il y a eu tout un travail d'archives parce que donc je savais qu'elle était institutrice, donc je suis allée aux archives départementales du Nord parce que donc voilà, on est du Nord dans la famille, et puis dans ces archives-là, j'ai découvert qu'elle avait fait l'école normale des filles de Douai. Donc je suis allée dans les archives de l'école normale des filles de Douai, et donc là forcément j'ai trouvé la liste de sa promo et j'ai retrouvé des anciennes copines à elle. Alors j'ai des copines, moi je les vois toujours. Aujourd'hui elles ont, c'était né en 45, donc elles ont 76, 77, 78 ans. Et donc je les ai, alors pour celles que j'ai pu, parce que certaines sont mortes, d'autres se sont mariées, donc c'est plus compliqué à les retrouver, mais on a fait des entretiens, et là aussi, voilà, c'est aussi ça la méthode des sciences sociales, ça a été ça aussi la bascule, c'est de dire, finalement, les entretiens, je me sers des extraits et on ne raconte pas, on n'a pas fictionnalisé quelque chose qui aurait pu l'être en fait. Et donc voilà, de les retrouver, elles me parlaient alors certaines me disent, ah oui, il y a quelque chose qui m'a aidée, c'est que ma mère, son nom de jeune fille, c'était Crotte. Et donc, ce qui a été très difficile, sans doute pour elle, pour moi, ça a été une aubaine parce que les gens s'en souvenaient, en fait. C'est-à-dire que même s'ils se souvenaient de petites anecdotes, ils disaient, ah oui, parce que voilà, il y avait ce nom dont on se moquait. Et donc, elles m'ont raconté que dans ces milieux populaires, ce que voulait dire l'école normale d'institutrice ou d'instituteur. Voilà, elles rentraient en 3e, elles étaient internes, donc elles étaient nourries, blanchies, elles avaient même un petit
petit pécule. Et en même temps, donc j'ai retrouvé tous les bulletins. Ça permet de voir ce que vous disiez, cette domination rapprochée sur les corps, où on leur dit, faut pas vous coiffer comme ça. Ma mère, sur un de ses bulletins, elle est en première, c'est marqué beaucoup trop vulgaire pour le métier qu'elle souhaite faire. Voilà, parce qu'on est institutrice, on représente en fait la République. Alors que la mère de Karine, c'est pas la même voie d'accès au métier. Du coup, c'est pas la même façon d'exercer. Non, ça n'a strictement rien à voir, puisque ma mère était issue d'un milieu bourgeois de province, très cultivé. J'avais un grand-père qui était ingénieur, qui avait eu le bac en 1924, je crois, ou quelque chose comme ça. Et donc, ma mère se retrouve enceinte à l'âge de 19 ans. Mon père avait, lui, 20 ans. Et mes grands-parents leur imposent de devenir instituteurs pour qu'ils gagnent leur vie. Dans un semi-chantage, c'est-à-dire qu'ils disent à ma mère, si tu veux, tu gardes l'enfant ou tu avortes, mais tu ne te maries pas avec ce garçon, qui lui venait d'un milieu très pauvre. Et du coup, ils arrivent à convaincre leurs parents de se marier, mais eux mettent une condition, c'est qu'ils deviennent instituteurs. Donc ni mon père ni ma mère n'avaient une vocation d'instituteur. Mon père, lui, fait l'école normale, mais ma mère, qui était pas très scolaire, redouble alors son bac et finit par devenir remplaçante. Et donc, elle devient institutrice suppléante et elle passe pas du tout par l'école normale. Enfin, 3 mois de stage d'école normale et elle se retrouve ensuite dans des classes, ce qu'on appelle toujours d'ailleurs les classes uniques, mais là, dans des écoles qui n'existent plus aujourd'hui, qui étaient des écoles taudis. Peut-être préciser, ça m'a frappé aussi par rapport à l'enquête et aux rencontres que vous avez pu faire par la suite, c'est que le livre qu'elle publie, Institutrice au village, qu'on trouve d'ailleurs, on peut toujours se le procurer, voilà, il est en version de poche, a des effets très tardifs, puisque il y a encore des échos négatifs en Lozère de ce texte. Hein. Alors, des échos négatifs et positifs. Voilà. Les échos positifs viennent en général des anciens élèves qui ont quitté la Lozère et qui disent que le livre était nécessaire pour faire bouger les choses. Et les échos négatifs, ce sont des personnes qui disent, et qui sont restées en Lozère la plupart, et qui disent qu'il ne fallait pas dire ce qu'elle disait sur les conditions matérielles catastrophiques que connaissaient ces écoles. C'est-à-dire pas d'eau. Ça renvoyait aux conditions catastrophiques globales de ce que vivaient les gens. Bien sûr, de leur mode de vie. Et ils l'ont pris comme une critique. Voilà, ils l'ont pris comme une critique. Et il y a des gens qui encore le prennent comme ça. Ouais. Il y a une dame qui doit avoir 80 ans à peu près, qui a refusé de me parler quand je me suis présentée, qui m'a tourné le dos en disant non, c'est pas possible de parler de ça. Je reviens pour finir sur la dimension périchienne de votre texte, puis on va passer à l'essai de Nicolas Rogès. Vous avez, grâce aux archives de l'administration, restitué des jours et des jours de menus de ce que mangeaient les... Alors, c'est très périchien, ça. Oui, et en plus, à l'époque, alors je connaissais, voilà, il y a une citation de l'infraordinaire qu'on retrouve tout le temps, mais j'avais pas lu l'infraordinaire. Et donc, j'étais allée dans les archives, et puis, effectivement, les archivistes donc, de cette école normale des filles de Douai, dont une aile a brûlé la semaine dernière, en plus, donc je me suis dit, voilà, je suis heureuse d'avoir vu les bâtiments, ils étaient condamnés parce qu'il y avait un champignon malin, mais là, ça y est, il y a toute une aile qui a brûlé. Et les archivistes me sortent, en me disant, on ne sait pas ce qui va t'intéresser. Moi, je dis, mais sors tout. Et donc, ils me sortent le registre des menus. Et donc, ça, c'était extrêmement troublant, vertigineux pour moi, parce que j'avais tout ce qu'elle a mangé, donc cette mère dont j'ai aucun souvenir du corps, tout ce qu'elle a mangé du premier matin où elle est rentrée à l'ENF jusqu'au dernier soir où elle en est partie. Et donc, 5 ans de nourriture, parce que comme ils étaient internes, il y a tout, il y a le petit déjeuner, le goûter, etc. Et donc, bien évidemment, ce qui fait un corps, on a des prédestinations génétiques, mais c'est bien tout ce qu'on mange aussi. Donc, j'avais ces menus dont je ne savais pas quoi faire. À un moment, je m'étais dit, je pourrais aller voir un nutritionniste pour qu'il m'explique quel corps ça donne, en fait, ce genre de menu-là. Et je lis l'infraordinaire, enfin, et là, il y a tout un chapitre de l'infraordinaire où c'est un inventaire. Pérec fait un inventaire de tout ce qu'il a bu et mangé pendant toute une année. Donc là, voilà, l'écho, il était offert sur un plateau d'argent.
Très bien, merci beaucoup toutes les deux. On va passer pour finir à l'essai. J'ai envie de dire essai, c'est une biographie, c'est un essai, c'est un peu de la sociologie aussi finalement votre livre. Ouais, c'est un peu tout ça, je crois. C'est un peu tout ça. Donc consacré à Kendrick Lamar, que je ne connaissais pas, j'ai appris à découvrir grâce à vous, merci beaucoup. Et j'aimerais qu'on parle tout de suite du sous-titre, parce que c'est important. Donc c'est un rappeur, encore vivant, hein, donc vous travaillez sur un objet vivant, c'est pas banal. Un objet vivant dont la carrière n'est pas finie du tout. Ouais. Déjà, bonjour à tous. Donc le sous-titre est important parce que c'est aussi parler d'un personnage, c'est parler des lieux, comme c'est le cas pour l'essai de Christine et Blandine, c'est parler des lieux d'où ils viennent et où ils vont. Exactement, c'était important pour moi d'ancrer mon livre dans la ville natale de Kendrick Lamar, donc, qui s'appelle Compton, qui est une ville mythique dans l'histoire de la musique américaine, qui a donné naissance à un genre qui s'appelle le gangsta rap et qui a influencé énormément de genres encore aujourd'hui. Et je reviens 2 secondes sur la couverture. En fait, l'illustration que vous voyez derrière, c'est une carte de Compton qui a été réalisée par un artiste local que j'ai rencontré sur place. C'est très important pour moi en fait de pouvoir l'avoir lui sur ma couverture, parce que c'est une manière de me mettre en retrait déjà, parce que je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup parler de lui et ça me gênait presque en fait de faire un livre sur un artiste que je connaissais pas, et je voulais donc ancrer mon livre à Compton pour me mettre en retrait, pour que cette personne-là soit la première chose que le lecteur verra, et pour prendre du recul en fait sur tout ça. Ouais. Alors peut-être dire que c'est un essai assez monumental par l'érudition, enfin j'ai envie de le dire comme ça, la connaissance fine que vous avez il y a une enquête énorme derrière, d'interviews, d'écoute d'interviews, vous êtes allé sur place, vous avez rencontré plein de témoins, etc. Donc c'est combien de temps de travail, tout ça ? C'est 2 ans de travail à temps plein, presque. Ouais. Et effectivement, je suis content que vous le souligniez, enfin que tu le soulignes, pardon, parce qu'on se tutoie. C'était important pour moi de ne pas faire un livre assis derrière mon ordinateur, parce que Kendrick Lamar est un artiste qui a une écriture très visuelle. Ses albums sont presque comme des romans ou comme des films, et quand on l'écoute, on a l'impression de voir des choses. Et moi, je voulais voir ces choses-là, et je voulais aller interviewer les gens qui ont compté dans sa vie, et raconter une histoire. Il y a énormément de choses qui ont été écrites sur Kendrick Lamar. C'est un des artistes qui vend le plus de disques actuellement. Il a remporté 150 prix, il a gagné un prix Pulitzer. Enfin, c'est vraiment un artiste qui est en 2017. Et c'est un artiste qui a vraiment une très grande importance culturelle aujourd'hui. Et on a beaucoup écrit sur lui, mais on n'a pas écrit sur son enfance, sur la personne qu'il était avant de devenir une superstar. Et pour moi, c'était très important d'aller voir les gens qui ont fait partie de sa vie pour qu'ils me donnent une autre version de Kendrick Lamar et que je sorte en fait des récits traditionnels qu'on peut entendre sur lui. Par rapport à l'ancrage effectivement dans l'enfance, vous y consacrez un temps important au début. Faut le resituer dans Compton, c'est une petite ville proche de Los Angeles. Voilà. Une ville marquée par la ségrégation, la violence, les gangs, les meurtres. Et Kendrick Lamar a baigné là-dedans dès son plus jeune âge. Il a vu des amis assassinés, un oncle assassiné. Ses parents ont quitté Chicago pour échapper justement aux gangs. Enfin, il retrouve là-dedans. Donc, on comprend que ce personnage, il vient de cette violence-là, en fait. Il vient de la rue, il vient des lieux, des supermarchés, et vous les décrivez très précisément. Et en même temps, tout ce qui traverse son parcours et que vous mettez en lumière, c'est ce que lui dit sa mère, c'est-à-dire aller voir au-delà de la rue, quoi. C'est le récit d'une victoire, je pense. C'est le récit d'un homme qui s'est élevé au-dessus de ce que son lieu de naissance laissait présager. Comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, pardon, je m'y ai habitué. Compton, c'est une ville qui est très intéressante dans la mesure où elle a connu beaucoup de migration. Dans les années 20, c'était de transformation. Plutôt dans les années 20, c'était une ville exclusivement habitée par les populations blanches, parce qu'elle est située pas loin de Los Angeles, au cœur de carrefours de routes majeures qui peuvent mener à des centres commerciaux, des zones d'activité économique importantes. Et dans les années 40-50, en fait, les populations noires qui venaient du sud des États-Unis ont migré vers le nord en quête d'emplois plus décents, de salaires plus décents, parce qu'il y avait des industries dans l'automobile et dans l'armement qui commençaient à se construire et qui employaient beaucoup de gens. Et cette migration-là, en fait, a effrayé les populations blanches, parce qu'on est dans un pays très très raciste. Et elles se sont dit, mon Dieu, ces hommes et ces femmes-là arrivent chez nous, on va vite partir. Donc en fait, les populations noires se retrouvaient totalement isolées et sans opportunités économiques, sans opportunités sociales. Et tout ça, en fait, a créé les conditions de création des gangs, du trafic de drogue qui a explosé. Et Kendrick Lamar a connu tout ça, en fait. Il a grandi là-dedans. Mais lui se décrit comme
album avec lui s'appelle Good Kid, Mad City, donc un bon gamin dans une ville de dingue. Et lui se présente comme un bon gamin. Et c'est ce bon gamin-là qui va réussir à déjouer les dangers de la rue pour s'élever au-dessus de sa condition. Grâce à un talent de l'écriture qui lui vient très jeune, ça vous le précisez aussi. Hein. Il écrit tout le temps, il teste, voilà. Il a rencontré un professeur de poésie que j'ai interviewé aussi, qui lui a mis la graine de l'écriture. Et il écrivait des textes tout le temps en cours. Et un jour, sa mère découvre ses textes et elle pensait qu'il écrivait de la poésie. Et en fait, elle découvre qu'il y a des injures dedans. Elle se dit, oh mon Dieu, mon fils va être un rappeur, qu'est-ce qui va se passer? Donc elle a eu peur. Elle a eu un peu peur au début. Et finalement pour moi, l'écriture est très importante chez lui, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il est autant célébré, et c'est aussi pour ça qu'il a gagné un prix Pulitzer, parce que c'est quelqu'un qui décrit des choses avec une précision qui est assez incroyable, mais qui est propre en fait aux rappeurs, qui sont des gens qui décrivent un quotidien que certaines personnes ne veulent pas voir. Il y a un leader d'un grand groupe de rap politique qui s'appelle Public Enemy, qui disait que les rappeurs étaient des CNN du ghetto. Et c'est exactement ça, en fait. On a beaucoup écrit sur le rap, et on l'a souvent présenté comme une musique assez stéréotypée. On a souvent mis en avant ces scandales, alors qu'en fait, c'est une musique qui est magnifique. Et que c'est pas parce que deux idiots se battent dans un aéroport en France que c'est une musique qui est violente. Il se trouve juste que c'est deux idiots qui sont des rappeurs, mais avant tout, c'est des idiots. Je sais pas si je suis clair. Merci pour cette précision. Et donc, c'est important, en fait, de remettre la lumière de la bonne manière sur le rap, qui est la musique sur les textes surtout, parce que vous citez énormément de passages en tête de chapitre notamment pour éclairer chaque chapitre. C'est de rappeler que c'est une écriture aussi. C'est une écriture, et c'est Kendrick Lamar a l'envie de raconter des histoires, et bon, moi j'écris des romans à côté, donc je suis aussi attaché au fait de raconter des histoires, et j'ai voulu faire mon livre pas comme une biographie un peu chiante, entre guillemets, avec une succession de dates. Kendrick Lamar est né à Compton en 87, sa mère s'appelle Paola. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'intéressait forcément, je pensais que c'était pas quelque chose qui était assez vivant, donc j'ai fait quelque chose de complètement pas chronologique, et j'ai approché ça par thème pour que le lecteur ait envie de prendre le livre. Parce que j'ai lu beaucoup de biographies qui étaient passionnantes, mais j'avais pas forcément envie de les prendre le soir parce que ça me prenait un peu la tête, c'était un peu compliqué. Là, j'ai l'impression en tout cas, j'ai essayé de faire quelque chose de vivant et de rendre hommage à la manière dont Kendrick raconte des histoires. J'ai envie de dire presque parfois d'écriture caméra à l'épaule, on a l'impression que vous êtes à côté de lui. Vous êtes derrière lui quand il entre dans le studio, oui, c'est vraiment extrêmement vivant. Et ce qui est fort aussi dans ce texte, c'est comme vous articulez à la fois la dimension biographique, l'enfance, l'environnement, la famille, mais les situations politiques de l'époque, les mouvements, et donc on apprend beaucoup de choses sur le contexte des années 80, 90, etc. Et aussi les rencontres que fait Kendrick Lamar qui lui ont permis de devenir ce qu'il est. Tout à l'heure on a parlé du coach du Pygmalion dans le roman de Fabrice, mais là aussi il rencontre des personnages qui vont le pousser, lui faire confiance. C'est aussi l'histoire du label dans lequel il a commencé par signer. C'est un peu tout ça, ce texte. Exactement. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est ce que j'ai fait avec mon livre avant sur la soul, c'est de réussir à mettre sur un même plan la musique et l'histoire. Parce que je trouve qu'on écoute beaucoup de musique tous, et c'est génial quand on se rend compte que les musiques qu'on écoute au quotidien, en fait, elles veulent dire quelque chose parfois. Et moi, le plus beau retour qu'on puisse me faire, c'est « Ok, j'ai écouté Aretha Franklin ou James Brown toute ma vie, mais je ne savais pas que cette chanson-là avait été enregistrée dans ce contexte-là. » Et quand on me dit ça, moi, je me dis « C'est bon, j'arrête tout, j'ai réussi mon objectif. » J'ai atteint mon objectif, pardon. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce livre-là. Et effectivement, le label, donc TDI, Top Dog Entertainment, l'a beaucoup aidé, l'a beaucoup poussé, parce qu'on a souvent l'impression que c'est le récit d'un succès extraordinaire du jour au lendemain, mais en fait ils ont énormément galéré, tous ces artistes-là, avant d'avoir du succès. Et c'est aussi ça que j'ai voulu raconter, vraiment l'ancrer dans un territoire et dans une réalité. Merci beaucoup à tous les trois.